Bien qu'on n'attende pas ce jour-là pour vous raconter l'histoire au féminin, dans Historiquement Vôtre, cet après-midi, je vous retrace le destin hors norme d'une des pionnières de la politique, une femme qui a changé la vie de beaucoup d'autres, une femme qui a changé le droit, et notamment celui de l'avortement. Et forcément, son nom résonne plus encore ces jours-ci, alors que la France est devenue le premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa constitution l'IVG, après une approbation très large du Parlement réuni en congrès au château de Versailles. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Cet après-midi, vous l'avez compris, je vous raconte la véritable histoire de Simone Veil, la femme de droit. De quoi Simone Veil est-elle aujourd'hui le symbole ? Quel a été le cœur de ses combats ? Qui était vraiment la 5e femme panthéonisée de notre histoire ? Europe 1, 15h-16h, Historiquement Vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 26 novembre 1974. Et ce jour-là, le destin d'une femme bascule en même temps que celui de la France. Une magistrate se présente dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Tous les regards sont braqués vers elle. La séance s'ouvre à 16h avec la présentation d'un projet de loi pour l'avortement rapporté par M. Henri Berger, président de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Puis Edgar Faure, le président de l'Assemblée nationale, donne la parole à Madame la ministre de la Santé. Simone Veil monte à la tribune et entre dans l'histoire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la Nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Malgré une certaine timidité derrière son tailleur bleu marine parfaitement coupé et son chignon tiré à 4 épingles, Simone Veil prononce, vous venez d'en entendre un extrait, un discours révolutionnaire. La partition dure 40 minutes. 40 minutes durant lesquelles elle défend corps et âme une pratique jugée honteuse par la majorité de cette assemblée composée de 482 hommes et 9 femmes seulement. S'ensuivent 25 heures de débat. La ministre voulait axer son discours sur un problème de santé publique, mais ses détracteurs replacent le débat sur le plan moral. Michel Debré, ancien Premier ministre du général de Gaulle, affirme, je le cite, que la vie humaine exige respect et protection. Or, elle existe dès qu'elle est conçue. Un député fait écouter le cœur d'un fœtus de 8 semaines. Boum, 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 boum. Les battements retentissent au Palais Bourbon, bientôt couverts par des cris de joie et des applaudissements. Dans l'arène, Simone Veil essuie les coups. Et ils sont bas, nombreux, d'une violence inouïe. Sa dignité est exemplaire face à ce déchaînement de haine. Très vite, le débat dérape. Vous instaurez par là un nouveau droit, celui de l'euthanasie légale, lance un député. Personne au monde ne peut s'arroger la vie d'un innocent. Ce ne peut être l'État, à moins qu'il ne soit totalitaire, comme l'était le Troisième Reich, s'écrie un autre. Le coup fatal est porté par Jean-Marie Daillet, un député du centre démocrate. On est allé jusqu'à déclamer qu'un embryon humain est un agresseur. Eh bien, ces agresseurs, vous accepterez, madame, de les voir comme cela se passe ailleurs, jetés au four crématoire ou remplir des poubelles. Assise sur le banc des ministres, Simone Veil garde la tête haute. Son visage est impassible. Pourtant, ce qu'elle vient d'entendre est abominable. Des souvenirs lui reviennent, l'enfer. Il n'y a pas d'autre terme pour qualifier ce qu'elle a vécu. Ont-ils oublié ces hommes qui s'acharnent sur elle à coups d'analogies monstrueuses, qu'elle avait été une victime du nazisme, ou le font-ils exprès ? La ministre essuie ses questionnements d'un revers de la main. Le plus important aujourd'hui, c'est de ne pas baisser les bras et de faire passer sa loi. Née le 13 juillet 1927 à Nice,
Simone est la dernière des 4 enfants de l'architecte André Jacob et de son épouse Yvonne Steinmetz. La famille est juive, non pratiquante. Les Jacob se disent patriotes et laïcs. Pas de rite religieux ou de livre de prière. Pour eux, l'unique religion qui vaille, c'est l'humanisme. À ne pas confondre avec le féminisme. À cette époque, faut-il le rappeler, les femmes n'ont ni le droit de vote, ni celui d'exercer une profession ou d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Seul chef de la famille Jacob, André refuse qu'Yvonne travaille. La situation irrite la petite Simone qui rêve déjà de liberté et d'indépendance. Mais le contexte ne s'y prête pas. Après la débâcle de 1940, la France signe un armistice avec le Troisième Reich. Les Allemands envahissent le nord de la France. Le régime de Vichy se met aux couleurs du nazisme. Le statut des Juifs, pour reprendre la triste formule, est adopté dès le mois d'octobre, bientôt suivi d'une série de mesures antisémites. En septembre 1943, les Jacob voient arriver les hommes en uniforme et bottes cirées de la Gestapo. La France entière est désormais occupée. C'est dans ce contexte agité que Simone passe son baccalauréat, le 29 mars 1944. Le lendemain, elle sort dans les rues de Nice pour célébrer la fin des épreuves. Mais la fête tourne court quand la Gestapo l'arrête. D'autres membres de la famille Jacob connaissent le même sort. Son père, son oncle, son cousin seront, eux, arrêtés dans d'autres circonstances. Le 7 avril, les premiers sont internés au camp de Drancy, principal camp de transit pour les Juifs de France. Entassés, les prisonniers ne savent pas encore ce qui les attend. Quand elle voit un chien traverser la rue, Simone se demande « Pourquoi une bête a-t-elle le droit de vivre en paix et pas nous ?» Une semaine plus tard, c'est bien comme une bête qu'elle est traitée, mais hélas, pas une bête épargnée. Depuis la gare de Bobigny, Simone embarque avec sa mère et sa sœur aînée Milou dans un wagon à bestiaux, direction la Pologne. Le voyage, qui dure 2 jours et demi, est un véritable calvaire. Tous les sens sont éprouvés, l'odeur est épouvantable, les cris de peur se mêlent aux râles de souffrance, les enfants pleurent sans discontinuer. Ils ont emporté de quoi manger, mais impossible d'avaler quoi que ce soit, car ils n'ont rien à boire. Le 15 avril 1944, au milieu de la nuit, les portes du wagon s'ouvrent enfin. Mais c'est tout sauf une libération. L'accueil que leur réservent les SS, qui aboient autant que leurs chiens, est à l'image de ce qui les attend au camp d'Auschwitz-Birkenau. Le docteur Mengele est là. Il scrute les nouveaux arrivants et décide de leur sort en quelques secondes. Les plus faibles partent directement au four crématoire, les plus jeunes aussi. Grâce au conseil d'une déportée qui l'a fait descendre du wagon, Simone apprend qu'elle doit mentir sur son âge pour éviter la mort. Elle dit avoir 18 ans alors qu'elle en a seulement 16. Comme les autres, elle est dépossédée de ses biens, mais sans jamais vraiment comprendre pourquoi. Elle, comme sa sœur et sa mère, ont été épargnées. Elle n'a pas été rasée, gardant ainsi une part de féminité, d'identité et d'humanité. Elle est en revanche tatouée. Elle porte sur son bras gauche le matricule qui remplace son prénom. Aux yeux de l'ennemi nazi, elle sera désormais le numéro 78 651. Simone Jacob se demande où peuvent être son père et son frère Jean. Ils sont déjà loin, très loin. Déportés dans un camp en Lituanie, ils sont assassinés dès leur arrivée. Certains fusillés ou gazés. Elle ne le sait pas et c'est tant mieux. Ne dit-on pas que l'espoir fait vivre? Le quotidien au camp est aliénant. Malgré le manque de nourriture, la fatigue, le froid et les coups, il faut transporter des pierres, creuser des tranchées. Le but de ce travail forcé est surtout de les épuiser. Mais Simone ne pleure jamais. C'était au-delà des larmes, confiera-t-elle plus tard. La seule façon de survivre, c'est de rester ensemble. Avec sa mère et sa sœur, elles sont plus soudées que jamais. Simone se fait une précieuse amie du nom de Marceline Rosenberg, qui prendra par la suite celui de Loridan Ivens. L'espoir aussi fait tenir. Des rumeurs concernant un débarquement et un attentat contre Hitler circulent dans le bloc. Effectivement, les Alliés ont bien repris le dessus. La guerre est sur le point d'être gagnée. Pour ne pas laisser de traces de leurs atrocités, les SS décident la liquidation des archives et l'évacuation des camps. Pour 1 million de Juifs, soit 1/6 des victimes de la Shoah, ainsi que 120 000 autres détenus, Auschwitz-Birkenau fut le dernier voyage. Le 18 janvier 1945,
Simone entame la terrible marche de la mort à travers la Pologne et l'Allemagne. Pendant 3 jours, il faut marcher 70 km dans la neige, presque nu, sans force, avec une température avoisinant les moins 20 degrés. Avec 40 000 autres détenus, la jeune femme découvre tout ce qu'un corps peut éprouver. Elle ne pèse plus que 35 kilos. Ceux qui tombent d'épuisement sont achevés par les SS. Les derniers kilomètres pour arriver en Allemagne sont de nouveau effectués à bord d'un wagon à bestiaux. La boucle est bouclée. Conçu pour interner 2000 personnes, le camp de Bergen-Belsen en accueille alors plus de 60 000. Comme beaucoup d'autres déportés, la mère de Simone a contracté le typhus. Mais la libération est proche et il faut tenir. Malheureusement, le 15 mars 1945, Yvonne Jacob meurt dans les bras de ses filles, 1 mois seulement avant l'arrivée des Anglais. À la libération, Simone pleure sa mère. De retour en France, le 23 mai 1945, une date qu'elle n'oubliera jamais, elle retrouve sa sœur Denise entrée en résistance avant d'être déportée elle aussi. Les 3 sœurs sont en vie. Et celle-ci continue. À présent, il faut regarder devant. Simone apprend qu'elle a été reçue aux épreuves du baccalauréat passé la veille de son arrestation. Bien décidée à poursuivre de longues études, elle s'inscrit à la faculté de droit et entre au Nouvel Institut d'études politiques de la rue Saint-Guillaume. En février 1946, lors de vacances au sport d'hiver, elle rencontre Antoine Veil, étudiant à Sciences Po, comme elle. Il a 20 ans, elle en a 19. Il est issu d'une famille qui lui rappelle celle qu'elle a perdue. Des juifs non religieux, profondément cultivés et amoureux de la France. Ils se marient le 16 octobre 1946. 3 enfants naîtront de leur union. Jean, comme s'appelait son frère, Nicolas et Pierre-François. Simone, en mère dévouée, s'occupe de leur éducation pendant qu'Antoine, reçu à l'ENA en 1953, devient inspecteur des finances. Mais son ambition dépasse les murs de la maison. En 1956, Simone, désormais Veil, s'inscrit au concours de la magistrature qui vient tout juste d'être ouvert aux femmes. Elle se retrouve attachée à l'administration pénitentiaire en charge de la libération conditionnelle, l'aide à la réadaptation et à l'éducation, ainsi que les soins aux détenus. Des sujets jugés féminins par ses confrères dans un univers avec peu de consoeurs. Pour cette femme qui a connu l'enfer des camps, l'état déplorable des prisons, insalubres et surpeuplées, sont un véritable choc. Au cœur du combat de Simone Veil trône toujours la dignité humaine. À force de détermination, éprouvant ses compétences dans tous les travaux qu'elle entreprend, elle gravit les échelons. Mai 68, qui marque un tournant dans la lutte pour l'émancipation des femmes, la pousse un peu plus haut. En 1970, nommée par le président Pompidou, Simone Veil devient la première femme à occuper le poste de secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature. En 1974, un nouveau président arrive au pouvoir en France. Il s'appelle Valéry Giscard d'Estaing. C'est le plus jeune, pour l'heure, de l'histoire de la Ve République et il compte bien moderniser la société française. Il nomme 5 femmes dans son gouvernement, parmi lesquelles Simone Veil, qui devient la 2e femme de l'histoire à accéder à la fonction de ministre. Dès le premier Conseil des ministres, VGE aborde une question urgente, celle de la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Depuis 1967, la loi Neuwirth autorise la contraception. Dans les faits, son usage est assez limité. La majorité est encore à 21 ans et il faut disposer d'une autorisation parentale pour se procurer la pilule. En France, les tabous sont encore puissants. L'IVG est considéré comme un infanticide. Alors que sa pratique est interdite et sévèrement punie par la loi, des femmes se rendent dans les pays nordiques ou en Grande-Bretagne pour se faire avorter. Mais beaucoup n'ont pas d'autre choix que d'avoir recours à des avortements clandestins. Chaque année, elles sont 300 000 à faire appel à des faiseuses d'anges, comme on dit alors, ou des médecins parfois inexpérimentés. Elles se font charcuter dans des conditions atroces, perdant à chaque fois leur dignité, souvent leur fertilité, et parfois même leur vie. Contrairement aux idées qui circulent, toutes les femmes sont concernées par l'avortement. La vérité, c'est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés, et les maîtresses des ministres, et tout le monde. Seulement, elles ne le disent pas. Personne ne nous obligera à mettre au monde des enfants par force. La preuve, c'est que la loi de 1920 a beau continuer d'exister,
Eh bien, les femmes, quand elles ont essayé d'avorter, elles vont jusqu'à en mourir, elles vont jusqu'à devenir stériles, mais elles le font. Celle que l'on vient d'entendre est l'une des fidèles amies de Simone Veil, l'avocate Gisèle Halimi. À 19 ans, elle a mis un terme à une grossesse non désirée. « Comme ça, tu ne recommenceras plus », lui a dit le jeune médecin qui lui a fait un curetage à vif. La douleur fut immense. Mais celle d'imaginer que des milliers de femmes subissent le même sort en France est pire encore. Alors, en avril 1971, Gisèle Halimi prend position publiquement sur l'avortement dans un manifeste publié par le Nouvel Observateur. 343 femmes, célèbres ou anonymes, assument leur recours à l'avortement en signant ce texte rédigé par Simone de Beauvoir. Les noms de Marguerite Duras, Catherine Deneuve, Françoise Sagan se retrouvent dans ce que l'hebdomadaire Charlie Hebdo baptise d'un nom qui va rester le manifeste des 343 salopes. Le texte fait l'effet d'une bombe dans la société française. Cette même année, Halimi fonde une association, Choisir, la cause des femmes, dont les 3 axes de bataille sont la contraception et l'éducation sexuelle, la défense gratuite des inculpés et la suppression de la loi de 1920 qui interdit toute propagande anticonceptionnelle et définit l'avortement comme un crime. Là-bas, elle y rencontre Marie-Claire Chevalier, une adolescente de 16 ans tombée enceinte de son violeur. Pour avoir eu recours à un avortement clandestin qui a failli lui coûter la vie, elle risque la prison. En octobre 1972, Gisèle Halimi obtient la relaxe de la jeune femme, puis défend sa mère, 2 femmes coupables d'avoir été dans la confidence, ainsi que l'avorteuse. Elles sont ma famille, elles sont mon combat, elles sont ma pratique quotidienne, s'exclame l'avocate. Le procès qu'elle a exigé public est retentissant. Parmi les témoignages marquants, celui du professeur Millez, fervent catholique opposé à l'avortement, conscient qu'il faut parfois faire exception à la règle. Comme dans le cas de Marie-Claire. L'affaire, connue sous le nom de procès de Bobigny, va servir à faire évoluer l'appareil législatif, car Simone Veil, la même qui s'est déjà penchée sur la contraception des mineurs, s'en sert dans son discours à l'Assemblée nationale. Le 26 novembre 1974, je vous le racontais en ouverture de mon récit, Simone Veil reste impassible dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Après son discours en faveur de la légalisation de l'avortement, plusieurs députés s'insurgent violemment contre ce qui est pourtant un problème de santé publique. Ils vont loin dans leurs arguments, comparant l'IVG aux atrocités commises par le nazisme. Ont-ils oublié que la ministre de la Santé, aujourd'hui impeccablement soignée, a vécu un bout de son adolescence en enfer, espérant à chaque instant échapper au four crématoire du camp d'Auschwitz-Birkenau. Quand elle reprend la parole, c'est pour déplorer ces tristes analogies. Simone Veil a été blessée, non pas en tant que femme politique, mais en tant qu'ancienne déportée. Son expérience traumatisante, elle n'en parle alors quasiment pas, et elle explique pourquoi. Si nous n'avons pas parlé, c'est parce que l'on n'a pas voulu nous entendre, pas voulu nous écouter. Parce que ce qui est insupportable, c'est de parler, de ne pas être entendu. Ça, c'est insupportable. Ce jour-là, à l'Assemblée nationale, Simone Veil finit par être écoutée, et entendue surtout. Son texte de loi est adopté le 29 novembre 1974, à 3h40 du matin, par 284 voix contre 189. La loi Veil est promulguée le 17 janvier 1975. L'avortement est désormais un droit. Simone Veil a changé la vie des femmes en leur donnant le choix, celui de disposer librement de leur corps. Leurs désirs, leur grossesse, leur maternité leur appartiennent. Faire des enfants est un droit, mais non un devoir. Les femmes peuvent décider de ne pas en avoir. Légaliser l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, leur permet de choisir. Depuis la fin de la guerre, depuis le début de son retour à la vie, la ministre, qui est désormais âgée de 47 ans, se bat pour la réconciliation de la France et de l'Allemagne. Elle devient vite le nouveau visage de l'amitié franco-allemande. Pour elle, l'union des nations est la meilleure solution pour éviter de nouveaux conflits. Alors, elle s'engage pour l'Europe. Pour son action en faveur de l'unification européenne, elle est récompensée par le prix international Charlemagne. À l'été 1979, Simone Veil fait office de pionnière. Elle est élue présidente du Parlement européen et devient la première femme à occuper ce poste.
et son combat pour les femmes n'est jamais loin. L'ancienne ministre de la Santé crée au sein du Parlement européen une commission du droit des femmes dont les principaux chevaux de bataille sont l'égalité salariale et la promotion des femmes en politique. Elle-même poursuit son incroyable ascension. Simone Veil sait se faire une place partout où elle passe. En 1993, le premier ministre de cohabitation du président Mitterrand, Édouard Balladur, lui propose de revenir au ministère de la Santé, au rang de ministre d'État. C'est la première fois qu'une femme occupe ce poste. En 1998, Simone Veil entre au Conseil constitutionnel, où elle reste jusqu'en 2007. Cette année-là, aux côtés du président Jacques Chirac, elle dévoile dans la crypte du Panthéon une plaque dédiée aux justes parmi les nations qui, bravant les risques encourus, ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. Sa vie est marquée par le devoir de mémoire. Cette année-là aussi, elle publie les siennes. Son autobiographie, Une vie, se vend à plus de 600 000 exemplaires et consacre un autre de ses talents, celui des lettres. La femme politique est aussi écrivaine. Le public et les critiques sont unanimes, tout comme ses pairs qui l'invitent à la rejoindre au sein de la plus prestigieuse institution littéraire. En 2008, Simone Veil est la 6e femme élue à l'Académie française. En mars 2010, elle entre sous la coupole et occupe le fauteuil numéro 13, celui de Jean Racine, Paul Claudel et Pierre Loti. Sur son épée d'académicienne, 2 mains enlacées symbolisent la réconciliation entre les peuples. Celle du bas est marquée par les flammes des fours crématoires, celle du haut porte des branches d'olivier pour évoquer la vie et la paix. Un visage souriant de femme sur la tâche du fourreau rappelle son engagement pour les femmes et leurs droits, tandis que sur l'autre côté de la garde sont gravés le nom du camp d'extermination de Birkenau et le numéro 78 651, le matricule que Simone Veil porte sur le bras gauche depuis ce jour d'avril 1944. Dans les années qui suivent, les honneurs continuent de pleuvoir. C'est pour elle, pour pouvoir la nommer directement grand officier, que le président Nicolas Sarkozy fait changer le code de la Légion d'honneur. Après lui, François Hollande lui décerne le plus haut grade de l'ordre, Grand Croix de la Légion d'honneur. Simone Veil meurt le 30 juin 2017, quelques jours avant de souffler ses 90 bougies. Un hommage national est célébré. À la fin de la cérémonie, le président Emmanuel Macron, nouveau plus jeune de la Ve République, ça ne vous aura pas échappé, annonce qu'elle rejoindra les 74 hommes et 4 femmes qui ont marqué l'histoire de France et qui, à ce titre, reposent au Panthéon. Le 1er juillet 2018, Simone Veil y fait son entrée. Elle repose aux côtés de son mari, mais surtout près de Jean Monnet, un des pères de l'Europe, et non loin de Jean Moulin, figure de la résistance contre la barbarie nazie. Lors de l'entrée de Simone Veil au Panthéon, le président Macron rappelait qu'elle était l'égérie de tous les combats du siècle dernier pour les femmes, l'Europe, la justice et la dignité humaine. Admirée de tous pour son courage, elle en fit preuve plus que jamais, le 22 décembre 2004. Ce jour-là, il fait très froid, la neige au sol est encore fraîche. Quand le soleil vient percer la couverture des nuages, Simone Veil se dit que c'est la première fois qu'elle voit le ciel bleu ici. Auparavant, il était noir à cause de la fumée qui s'échappait des fours crématoires. Emmitouflée dans un manteau de fourrure, l'ancienne ministre avance au cœur de ce qu'il reste de l'enfer. 60 ans après la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, Simone Veil retourne, entourée de sa famille, dans les lieux qui lui ont arraché son enfance. Les ruines des cheminées, les miradors, les blocs des femmes, elle regarde, elle se souvient, elle témoigne. À Auschwitz-Birkenau ont péri 1 million de juifs, soit 1/6 des victimes de la Shoah. L'horreur a fait d'elle une femme sensible et pudique, à la fois dure et réservée, véhémente mais sereine. Pardonner ? Impossible, et ce n'est pas à elle de le faire, rappelle-t-elle. Mais il faut se souvenir pour que cela ne se reproduise plus. À un journaliste qui lui demande quel message elle veut transmettre, Simone Veil répond « J'ai envie de leur dire, n'oubliez jamais ce qu'ils nous ont fait. Il faut transmettre, témoigner. C'est une nécessité aussi urgente que cruciale pour nos jeunes. C'est en se projetant dans un avenir commun, en ayant foi dans les valeurs de la démocratie et du respect d'autrui, qu'ils parviendront à dire non à toutes les idéologies de haine et de violence
et qu'ils construiront un monde plus juste et plus fraternel. Ces mots résonnent aujourd'hui. On aimerait qu'elle soit encore de ce monde pour nous les dire. Et nous, si on pouvait lui parler, on lui dirait, comme l'écrivain Jean d'Ormesson, qui l'accueillait avec émotion à l'Académie française: comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, Madame. Europe 1, historiquement vôtre. Lorraine Vernet, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Merci. Nous vous aimons, madame. Simone Veil a disparu il y a près de 7 ans, le 30 juin 2017. Cet amour des Français pour cette grande figure reste toujours aussi vif. De quoi est-elle le symbole pour nous autres Français ? Je crois qu'elle est le symbole de la résilience, de la force de l'espoir, mais aussi de la nécessité de devoir toujours se relever, de combattre. Alors que nous vivons des temps troublés, avec de nombreuses crises et parfois une perte de sens, elle rappelle aussi que la sincérité en politique et l'authenticité est possible. Et elle est toujours cette femme qui rappelle que la lumière doit vaincre l'obscurantisme. Lorraine Vernet, vous avez publié au mois d'octobre dernier Simone Veil, Les combats d'une immortelle aux éditions Perrin. Votre thèse, soutenue en 2018, racontait l'Europe à l'aune des élections présidentielles entre 1965 et 2012. Qu'est-ce qui vous a ensuite conduit à travailler sur Simone Veil ? Eh bien, comme vous le rappelez justement, je travaillais sur la place de l'Europe dans le débat électoral français et j'ai donc travaillé sur les programmes européens de Madame Veil en 1979, 1984 et 1989. Et j'ai été très intéressée et intriguée de voir ce glissement qui s'est opéré, notamment entre 1984, où elle se présentait pour une liste commune UDF-RPR, et 1989 où elle se présentait avec une liste dissidente. On voyait vraiment que c'était une femme de caractère. Lorsqu'on analyse les débats électoraux, on remarquait qu'elle n'était pas comme les autres personnalités politiques et j'ai voulu savoir qui était la femme derrière cette communication parfois un peu hésitante politique. Quelles étaient les origines surtout de son engagement européen et de ses convictions humanistes en fait. Vous avez écrit cette biographie dans un style volontairement littéraire. Pourquoi ce choix ? Vous vouliez la rendre accessible au plus grand nombre ? C'est exactement cela. Je ne me voyais pas écrire sur une femme aussi importante qui a tant compté pour les Français sans que chacun puisse lire cette biographie en ayant peur peut-être d'une biographie trop dense, trop technique. J'ai voulu que la plume de l'écrivaine serve le travail de l'historienne et j'ai voulu que par les mots, par les phrases, par le rythme, on fasse naître une sorte d'enchantement qui fasse revivre Simone Veil, où l'on puisse avoir l'impression qu'elle lise derrière notre épaule, où l'on puisse entendre sa voix, mais aussi percevoir ses silences. On dit volontiers que Simone Veil a eu plusieurs vies. Il y a eu sa jeunesse dans le sud de la France, l'horreur de la déportation, les combats multiples pour les femmes et pour l'Europe. Quel est le fil conducteur de son parcours, le cœur de ses combats ? Déjà, je crois qu'elle était animée par la force de combattre elle-même, par une combativité naturelle. Ensuite, comme vous l'avez très bien rappelé lors du récit, le cœur de ses combats était la nécessité d'œuvrer pour le bien qui chez elle prenait la forme de la défense de la dignité humaine. Et puis, vivre, c'est déjà combattre, et elle montrait cela plus que quiconque, je crois. L'une des principales sources dont vous vous êtes servi pour écrire cette biographie de Simone Veil, ce sont ses mémoires intitulées « Une vie », parues en 2007. Vous le rappelez, Simone Veil a longtemps refusé d'écrire sa vie, de livrer ses mémoires. Qu'est-ce qui, selon vous, l'a finalement poussé à le faire ? Je pense que c'est le temps qui l'a convaincue. Contemplant l'horizon de sa vie, elle a certainement ressenti comme un appel de plus en plus puissant en elle, celui de devoir transmettre, ce qu'on appelle communément le devoir de mémoire aujourd'hui. Je crois qu'en ce sens, le pèlerinage qu'elle a fait avec certains des membres de sa famille en 2004 à Auschwitz-Birkenau a constitué aussi un déclic. Elle a voulu témoigner, dire l'indicible, pour que jamais plus de telles horreurs se produisent. Et je crois qu'il y a aussi une dimension féministe, en quelque sorte, c'est-à-dire de montrer qu'une femme pouvait faire les choix qui étaient les meilleurs selon elle pour sa vie, que ce soit dans sa profession ou même si elle voulait essayer de faire de la politique. Lorraine Vernet, nous sommes aujourd'hui le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes pour lesquelles Simone Veil s'est tant battue. Aujourd'hui, on fait d'elle une icône féministe, mais au fond, l'était-elle vraiment ? Quel était son féminisme ? Comment est-ce qu'on pourrait le définir ?
Eh bien, tout dépend en effet de comment nous définissons le féminisme. Si par féminisme nous entendons un mouvement culturel, social, de défense des droits des femmes, avec une forme de militantisme, Simone Veil n'était pas féministe dans ce sens de militante. Par contre, elle était féminisme dans le sens d'un grand humanisme. Ce qu'elle voulait, c'était que les femmes puissent faire ce qu'elles voulaient. Elle disait en fait qu'elles puissent épanouir leur personnalité comme elles l'entendaient, que ce soit en restant chez elles ou en ayant un travail ou en même faisant de la politique. La troisième partie de votre livre, intitulé « Combattre », retrace le combat de Simone Veil pour la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse en 1974 que j'ai raconté dans mon récit. Pourquoi est-ce que le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, l'avait choisi, elle, pour porter cette loi ? Eh bien, ce choix du président nouvellement élu n'était pas un choix politique au sens de partisan. On sait qu'à l'époque, Simone Veil ne faisait partie d'aucune coterie, comme le dirait De Gaulle, politique. Mais par contre, le président cherchait une personne ayant de grandes compétences administratives, avec un esprit ouvert. Et alors, Jacques Chirac lui parle de Simone Veil. Il finit donc le président par rencontrer Madame Veil, qui est magistrate, qui est une femme, qui a une forte personnalité, mais il décèle aussi chez elle une forme de simplicité et d'authenticité qui lui plaisent beaucoup, et c'est pourquoi il l'a choisie. Mmh. Mais qu'est-ce qui a conduit Simone Veil à accepter de porter cette loi ? Elle savait ce qui l'attendait. Alors c'est vraiment l'urgence de la situation qui l'a conduit à accepter de porter ce projet de loi. Elle connaissait bien sûr déjà les drames que constituaient les avortements clandestins en tant que magistrate, mais elle a été prévenue très tôt, dès la passation des pouvoirs, par son prédécesseur Michel Poniatowski, de l'urgence aussi politique. Et donc elle s'est tout de suite avec son cabinet attelée à la tâche, à l'élaboration de cette loi, et elle avait en tête, même pendant les heures les plus sombres des débats dans les hémicycles, ce chiffre de 300 000 femmes comme un mantra. C'est cela qui a motivé son acceptation de défendre le projet de loi. Et bien sûr, elle s'attendait à ce que le débat soit rude parce que on faisait référence à des convictions personnelles, mais jamais elle ne se serait attendue à avoir autant de haine. Mmh. Pour votre livre, vous êtes d'ailleurs plongé dans les archives, vous avez consulté les comptes rendus des séances à l'Assemblée nationale qui ont conduit à l'adoption de la loi Veil. Qu'est-ce qui ressort de ces débats ? Quelle est la chose la plus violente pour vous à laquelle Simone Veil a dû faire face ? Déjà, ce qui était délicat, c'est qu'elle s'est retrouvée face à un hémicycle où c'était surtout les députés de sa majorité qui étaient contre la loi. Donc il lui a fallu jouer très serré. Ensuite, ce qui m'a marqué en étudiant le compte-rendu de ces séances, c'est qu'on a vraiment deux sortes d'interventions. À la fois, on a parfois des députés qui sont, par conviction personnelle, éthique, philosophique, même religieuse, contre l'avortement, mais qui dépassent leurs convictions afin d'œuvrer pour l'intérêt général. Et d'un autre côté, on a vraiment des députés qui sont comme enfermés dans cette forme d'obscurantisme et qui, par peur, vont prendre des postures et avoir des propos diffamatoires, voire haineux, et c'est vraiment les propos notamment de René Feit et de celui dont vous avez cité la célèbre citation Jean-Marie Daillet qui m'ont le plus marqué et qui ont aussi le plus marqué Simone Veil, alors qu'elle voulait vraiment présenter une loi pour responsabiliser les femmes, et elle a eu affaire à ce qu'elle a nommé un langage de soudard. Le nom de Simone Veil est associé à la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, mais ce n'est pas le seul combat qu'elle ait mené en faveur des droits des femmes. Avant cela, il y avait eu une loi sur la contraception des mineurs, n'est-ce pas, Lorraine Vernet ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Simone Veil a toujours dit que cette loi de Lucien Neuwirth sur la contraception, qu'elle a ensuite améliorée, si on peut dire ainsi, a été plus importante pour les femmes que la loi sur l'IVG parce qu'elle donnait aux femmes cette liberté de choix si chère à Simone Veil. Enfin, on sait aussi qu'elle s'est engagée pour les prisonnières algériennes lorsqu'elle était à l'administration pénitentiaire. Elle a enfin, même dans l'Europe, toujours œuvré pour l'égalité salariale, comme vous le répétez tout à l'heure, et puis pour que les femmes puissent avoir le choix. On parle souvent du look, enfin de l'allure de Simone Veil, de son chignon impeccable. Dans cette biographie, vous avez souhaité voir au-delà de l'image publique de cette immense figure de notre histoire et interroger la femme qu'elle était une fois le chignon défait. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert sur elle ? J'ai découvert qu'elle avait un caractère très complexe, qu'il fallait aller au-delà de cette dureté qu'elle laissait transparaître souvent, notamment en tant que ministre. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu et beaucoup amusé, c'est que j'ai vu en elle, peu importe les âges et les périodes de sa vie, toujours cette petite Simone Jacob qui était rebelle, qui voulait se battre contre des moulins à vent, comme elle le disait, qui voulait réformer enfin ce lièvre agité, qui était son totem chez les scouts, chez les éclaireuses lorsqu'elle était jeune. Et cela m'a beaucoup plu.
Pour terminer, Simone Veil a vécu l'indicible. Elle a survécu au camp de la mort, vu sa famille décimée durant la Shoah. Elle a ensuite perdu sa sœur, puis un fils. Jean d'Ormesson, que je citais en fin de récit, disait d'elle « Elle a eu plusieurs vies qui toutes étaient tragiques ». Où a-t-elle puisé la force de se battre, Lorraine Vernet, vous qui parlez de résilience? Alors déjà en elle-même, en ce caractère qui lui était inné, mais aussi et surtout en l'amour des siens, ce qu'elle avait perdu, mais aussi sa famille qu'elle s'est construite avec Antoine Veil. Et je crois surtout qu'elle tendait à être comme sa maman Yvonne, à avoir une bonté qu'elle avait même vue dans les heures les plus sombres dans les camps chez sa maman qui a toujours été comme un guide auprès d'elle. Je crois que Simone Veil a trouvé cette force aussi chez ceux qu'elle a perdus, mais aussi chez ces millions de juifs morts pendant la Shoah. Elle avait l'impression que tous, ils se tenaient là à côté d'elle, en silence, et qu'elle devait vivre pour eux, qu'elle devait se battre pour eux, qu'elle devait dire pour eux, eux qui ne pouvaient plus. Merci beaucoup Lorraine Vernet de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Simone Veil, la femme de droit. Je rappelle que votre livre Simone Veil, Les combats d'une immortelle est paru aux éditions Perrin. Merci beaucoup. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.